Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. La vidéo d'aujourd'hui est un concept inédit sur la chaîne, puisqu'il s'agit de portraits de criminels. En fait, c'est du true crime, mais qui va parler surtout de criminels anciens, qui auraient sévi dans le passé. J'essaierai de choisir des histoires peu connues, du moins sur le YouTube francophone, et je vous promets d'utiliser le langage le plus délicat possible, avec des termes nuancés et aseptisés, pour alléger un petit peu ces concepts qui sont en général assez pesants. Alors pour ce premier portrait, je me suis basé surtout sur un livre, ou plutôt deux. Un livre qui était consacré carrément à la dame dont on va parler, et un autre qui était un peu plus diversifié. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la tristement célèbre Mary Bateman. Et vous allez constater que l'on connaît assez peu de détails sur sa vie privée, sur sa vie quotidienne, mais énormément sur ses méfaits, qui sont, croyez-moi, assez incroyables. Mary Bateman, connue sous le nom de la sorcière de Yorkshire, titre qu'elle a reçu suite à la publication d'un livre sur sa vie et qui m'a servi de source pour cette vidéo. Mary Bateman, née Harker, a vu le jour à Ainsby dans le Yorkshire en 1868. On ne connaît que la date de son baptême, le 15 janvier 1868. Ses parents, James et Anne Harker, étaient des fermiers qui avaient une situation plutôt aisée et qui jouissaient d'une très bonne réputation. Mary était la troisième de leurs 6 enfants. À l'époque, l'Angleterre était gouvernée par le roi George III et le Yorkshire était divisé en 3 parties, le nord, le sud et l'ouest. L'est ne venant s'ajouter qu'au XXe siècle. Allez savoir pourquoi. Le nord du Yorkshire était plus peuplé et plus urbanisé que les autres parties, qui étaient faites de landes et de prairies, berceau d'Emily, Charlotte et d'Anne Brontë. Mary et sa famille habitaient Leeds, qui se trouvait dans le nord du Yorkshire, et bien que la révolution industrielle ne survint qu'au premier tiers du XIXe siècle, Leeds était déjà avant-gardiste en matière de commerce, de manufacture et de petites usines. Certes, source de travail, mais en réalité de véritables cauchemars pour les Anglais de l'époque. On aura l'occasion de le voir plus tard. Mary grandit donc dans une ferme assez confortable chez des parents bien équilibrés. Le premier incident inquiétant avec Mary, et que l'on pourrait interpréter comme un signe annonciateur de sa future carrière criminelle, survint lorsqu'elle était scolarisée dans une petite école. Elle aurait volé une très belle paire de chaussures à l'une de ses camarades. Ce qui était déroutant, c'est que la petite Mary avait caché cette paire de chaussures pendant plusieurs semaines avant de la montrer à ses parents, expliquant qu'elle l'avait trouvée quelque part sur la route. Déjà, le fait de voler, cette faculté de réfléchir, à brouiller les pistes, cette patience dont elle avait fait preuve, en ne dévoilant pas tout de suite sa trouvaille, inquiéta ses parents, et à juste titre. Ce vol ruina la réputation de Mary au sein de l'école, si bien que ses parents l'envoyèrent travailler chez une famille en tant que bonne à tout faire, en espérant qu'elle gravisse les échelons avec le temps grâce à l'instruction qu'elle avait eue à l'école. Mais le travail était difficile. Faut savoir que les jeunes filles avant 16 ans, à l'époque, n'étaient pratiquement pas payées. Elles étaient juste logées et blanchies, alors que le travail qu'on leur demandait était harassant. À titre d'exemple, les jeunes filles devaient nettoyer la maison de fond en comble 2 fois par semaine, se lever tôt tous les jours pour préparer les ustensiles de cuisine, allumer les lumières, avant que les autres ne se réveillent. Elles avaient aussi pour tâche de ramener l'eau propre à la maison et se débarrasser de l'eau usagée après son utilisation. Les journées étaient longues et difficiles. Mary changea plusieurs fois de famille, non pas à cause du travail, mais à cause de sa terrible manie, les vols multiples qu'elle commettait partout où elle allait, si bien qu'elle fut qualifiée a posteriori de kleptomane, vu sa façon compulsive et souvent injustifiée de voler des objets parfois inutiles. Son dernier poste fut chez la famille Thirsk, et là encore elle fut renvoyée pour vol. Sa mauvaise réputation commençait à s'étendre. Alors ses parents décidèrent de l'éloigner un petit peu de la ville où elle habitait et de la mettre au travail dans un atelier de couture, vers l'âge de 13-14 ans. Poste qu'elle réussit à garder malgré tout plusieurs années. Parallèlement à son travail,
elle causait un peu avec les clientes, et elle commençait à raconter qu'elle pressentait des choses, qu'elle arrivait à voir l'avenir. Bref, elle annonçait haut et fort qu'elle avait des dons de voyance. Il faut savoir que c'était très à la mode à l'époque. Et les clientes commençaient à la croire. Il faut dire que Mary, vers l'âge de 20 ans, était devenue une charmante jeune femme, aux manières très agréables et au caractère extrêmement calme. Vers l'âge de 24 ans, elle rencontra un certain John Bateman, un charron, le constructeur de charrettes, qui fut séduit en 3 semaines, si bien que Mary et John convolèrent en juste noces, en 1793. Même après son mariage, Mary continuait à dire qu'elle avait des dons de voyance. Les experts et les biographes qui se sont penchés sur sa vie se sont posé la question sur l'origine de cette lubie, on va dire, car les parents de Mary, les Harker, n'étaient pas du tout versés dans cette mode-là. Et selon les sources, durant son enfance, Mary aurait fréquenté des gens du voyage, qu'on appelait les Égyptiens à l'époque, et qui étaient très mal vus au début, avant d'être intégrés à la population. Et ces gens du voyage avaient leur lot de voyantes et de diseuses de bonne aventure. Et c'est là que Mary aurait appris l'art de converser sur ce genre de sujet. Et peut-être aussi la capacité de détecter les personnes vulnérables et crédules. À prendre avec des pincettes, après tout on n'y était pas. Mais les biographes étaient vraiment curieux de savoir comment Mary avait acquis ses dons de manipulatrice. Après son mariage, Mary continua à travailler dans l'atelier de couture, et tout en enchaînant ses blablateries à propos de ses dons de voyance supposés, je dis bien supposés car il a été prouvé plus tard que tout ce que disait ou prédisait Mary n'était que fraude. Dans un registre plus glauque et plus réel, Mary se lança dans une autre activité, l'interruption de grossesse. La ville de Leeds étant surpeuplée et pauvre, les grossesses non désirées avaient pris un caractère épidémique à l'époque, aussi bien chez les jeunes filles que chez les femmes qui vendaient leur charme. Bien sûr, Mary n'avait aucune compétence pour pratiquer ce genre de geste, et là on assiste à une escalade de l'esprit malveillant de cette jeune femme. Pour reposer encore le contexte social, la pauvreté et le manque d'instruction sans doute aussi faisaient tomber les gens, et notamment les jeunes femmes, entre les griffes de ces sorcières autoproclamées et de ces interruptrices de grossesse non qualifiées, bien que ces pratiques finissaient souvent très mal, autant pour les jeunes femmes que pour leurs bébés. Personne n'osait se plaindre pour des raisons évidentes. Quant aux pratiques de sorcellerie, bien que fermement condamnées par l'Église, n'étaient plus recherchées et les autoproclamées sorcières n'étaient plus persécutées. Autant dire que pour Mary, c'était un terrain de chasse idéal. Je vous raconte une petite anecdote survenue durant la lune de miel des Bateman. À l'époque, ils étaient logés chez un aubergiste et Mary ne trouva pas mieux à faire que de voler à l'aubergiste quelques pièces de monnaie. Prise en flagrant délit, elle fut obligée de vendre quelques objets personnels pour rembourser le monsieur, et bien sûr le couple fut obligé de déménager. On se demande ce que son mari pensa de cet incident, et on se demandera éternellement ce qu'il pensa de ses agissements futurs. Le couple emménagea chez un certain monsieur Dixon, que Mary ne manqua pas de soulager de 2 guinées. Monsieur Dixon ne fut pas dupe et demanda son dû. Il faut dire que Mary s'arrangeait pour ne pas voler de trop grosses sommes qui l'exposeraient à des procès. Le seul risque qu'elle prenait, c'était d'avoir à rembourser. Elle prit pour habitude aussi d'acheter à crédit chez des marchands sous un faux nom. Bien sûr, les marchands ne se faisaient jamais payer, et la seule contrainte pour Mary, c'est qu'elle ne pouvait pas retourner 2 fois chez le même marchand, au risque d'être reconnue. Quant à ses pratiques de voyance, là où les autres sorcières autoproclamées se contentaient de petites potions, de petites prédictions, Mary allait loin, très loin, dans le mensonge et la manipulation. Là aussi, on ignore ce que son mari savait ou ne savait pas. Ce qui est certain, c'est que John Bateman était un homme très honnête et travailleur. Son patron, un certain Monsieur Wright, en témoignera d'ailleurs lors du procès de Mary Bateman. John travaillait près du tribunal
zone où le trafic urbain était très dense. Le passage des calèches, les livreurs de courrier, les livreurs de marchandises, les crieurs publics, bref, c'était une zone assez chaude de Leeds. Un jour, John Bateman vit sa femme débarquer, sur son lieu de travail, le visage tragique, une lettre à la main. Il aurait reçu une lettre de sa famille, disant que son père était à l'article de la mort. C'était un crieur public dans une ville voisine, et John Bateman était obligé de se déplacer pour aller le voir. Monsieur Wright, son patron, lui avança même un peu d'argent. Imaginez la surprise de John Bateman quand il trouva son père à son poste de crieur public, respirant la santé. Fâché, Bateman retourna chez lui, prêt à en découdre avec sa femme. Mais il la trouva chez lui, au beau milieu du salon, vide, car elle avait vendu tous les meubles, probablement pour éponger une fraude commise et démasquée. Néanmoins, John pardonna à Mary, et ils eurent ensemble entre 3 et 5 enfants. On ne connaît pas le nombre exact. Un jour, alors que John était en visite chez des amis, Mary en profita pour vendre ses vêtements. Et là, John prit la décision ferme et définitive de ne plus quitter Mary pour de longues périodes, afin d'éviter ce genre d'incident. Sincèrement, j'ai essayé d'avoir un ton ironique, mais je n'ai pas pu. Les arnaques chez les marchands continuèrent, et vu que Mary se servait chez des marchands plus ou moins proches de son lieu d'habitation, elle et sa famille étaient obligées de déménager régulièrement, à cause de sa réputation. Dernier emménagement en date était Water Lane, une région de Leeds dans laquelle survint un grand incendie dans une usine, dans lequel périrent de nombreuses personnes et se brûlèrent tout autant, et notamment des enfants. Cet accident serait survenu suite à la mise en contact entre l'huile de graissage des machines et du tissu. Petit contexte, les services de pompiers étaient très rudimentaires à l'époque. Pire, c'étaient des services privés. Les compagnies ou les usines qui étaient assurées pouvaient bénéficier des services des pompiers, mais ceux qui ne l'étaient pas devaient se débrouiller tout seuls. Bref, c'était une sorte de crise pour la ville, et l'hôpital avait besoin de bénévoles et surtout de tissus, notamment du lin, idéal à l'époque pour panser les brûlures. La généreuse Mary Bateman se porta volontaire pour récolter le lin auprès de familles charitables au nom de l'hôpital. Inutile de préciser que ce lin termina sa course parmi les effets de Mary Bateman. À cette époque, John, son mari, eut une sorte de crise contre les agissements de sa femme, et suite à cela, il s'engagea dans la milice, car c'était la guerre entre l'Angleterre et la France du temps de Napoléon. Et en tant que membre de l'armée, John Bateman avait le droit d'avoir sa femme à côté de lui, dans le campement de Leeds, ce qui était une sorte de punition, à la base, était devenu un nouveau terrain de chasse pour Mary Bateman. En effet, en fréquentant les femmes des autres militaires, elle s'arrangea pour implanter des doutes dans la tête de certaines de ces femmes, prétendant que leur mari allait voir ailleurs, et en profitant pour vendre des potions et des filtres, pour faire revenir ses maris volages. C'est à cette époque que Mary Bateman commença à utiliser un alter ego, Madame Moore. C'était elle, soi-disant, qui avait les prédictions et qui ordonnait à Madame Bateman d'exécuter ordres et consignes, ce qui limitait la responsabilité de Mary. Idéal pour l'escroc. Mary brossa un tableau assez fascinant de cette Madame Moore. Elle prétendait qu'elle était la 7e enfant d'une 7e enfant, le chiffre 7 étant à l'époque un chiffre à connotation protectrice et surnaturelle. Madame Moore était également experte dans la détection des maris infidèles et dans la confection des potions magiques qui les faisaient revenir. Elle s'occupait également d'autres problèmes. Par exemple, une certaine Madame Greenwood, dont le mari était emprisonné, fut persuadée par Mary que ce dernier allait être exécuté, et que seule Madame Moore pouvait la sortir de cette tragédie future. Pour ce faire, elle lui demanda 4 sacs en cuir et 4 pièces d'or. Madame Moore devait mettre les pièces d'or dans les sacs de cuir, les recoudre et les restituer à Madame Greenwood, avec la consigne de ne les ouvrir sous aucun prétexte. Madame Greenwood, n'ayant pas ces pièces d'or,
Mary lui suggéra purement et simplement de les voler. Et c'est là que Madame Greenwood, choquée, décida de ne pas faire affaire avec elle. Cet échec cuisant n'ébranla pas le moins du monde la détermination de Mary à chercher des victimes. Les prochains sur la liste, le couple Steed, dont le mari traversait des problèmes financiers importants dans son business. On ne sait comment elle le persuada de s'engager dans l'armée, mettant en avant le fait que les nouveaux engagés avaient le droit au King's Shilling, ou le shilling du roi, une sorte de paye qui, bien que loin de pouvoir éponger les dettes de M. Steed, était intéressante à avoir. Il y avait aussi la possibilité de vanter les mérites de l'armée, et pour cela les hommes recevaient également une sorte de compensation pécuniaire. Inutile de préciser que tout cela s'étant déroulé suite au conseil de Madame Moore Bateman, ces dernières avaient droit à leur part du gâteau. Pendant que M. Steed vantait les mérites de l'armée, Madame Bateman cuisinait, entre guillemets, sa femme, la persuadant que ce dernier avait une maîtresse, et qu'elle attendait un enfant de lui. Tout cela sous couvert de Madame Moore, bien évidemment. Madame Steed était si désespérée qu'elle tenta même de mettre fin à ses jours en se jetant dans une rivière. Heureusement qu'elle fut sauvée à la dernière minute. Il est à noter qu'elle était enceinte à ce moment-là. Et Mary, ne se contentant pas de stresser une jeune femme enceinte, la persuada de payer 3 couronnes à Madame Moore pour rompre le charme entre son mari et cette maîtresse fictive. Madame Steed mit en gage toutes ses affaires et se retrouva complètement dépouillée. Mary, pour l'aider dans cette situation, où elle l'avait elle-même mise, lui conseilla d'aller voir une sorte d'association qui collaborait avec l'église méthodiste et qui aidait les jeunes femmes, mariées et ayant des enfants, et qui traversaient des difficultés financières. Sur les 25 shillings que reçut Madame Steed, Mary en préleva 18. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, Madame Moore fit la prédiction que le beau-père de Madame Steed, à savoir le père de M. Steed, était sur le point d'assassiner sa belle-fille, et que seule Madame Moore, avec l'aide de ses 18 shillings, pouvait la sortir de cette tentative d'assassinat. Madame Steed, enceinte et étant éloignée de son mari, était obligée de payer. Et bien que les Steed furent presque sur la paille, Mary Bateman continua à les presser comme des citrons. Cette fois-ci, une autre prédiction vint de Madame Moore. La petite fille de 8 ans de Madame Steed allait se mettre dans une situation très compromettante vers l'âge de 14 ans, et que cette situation compromettante pouvait lui coûter la vie. Seule la protection de Madame Moore pouvait éviter cette tragédie, et pour ce faire, Madame Steed devait fournir de l'argent en métal pour que Madame Moore confectionne un bracelet spécial. Madame Steed fut obligée de vendre les outils de son mari qui étaient faits de ce métal. Le bracelet, une fois confectionné, devait être remis à Madame Bateman. Et c'est une voisine qui conseilla à Madame Steed d'aller vérifier ce bracelet chez Madame Bateman. Et imaginez-vous sa surprise quand elle découvrit que ce bracelet n'était pas fait d'argent. Mais à peine Madame Steed sortit des griffes de Madame Bateman, sa petite nièce, qui s'était malheureusement retrouvée enceinte sans être mariée, demanda de l'aide à Madame Bateman. Cette dernière lui concocta quelques potions, à 1 guinée chacune, pour que l'homme, responsable de l'état de la jeune fille, lui revienne et l'épouse. Quand ce stratagème ne marcha pas, elle lui promit, monnayant de l'argent bien sûr, qu'elle se ferait épouser par un jeune homme habitant la maison dans laquelle elle travaillait en tant que bonne à tout faire. Cette proposition de mariage, bien sûr, ne vint jamais, et Mary proposa l'interruption de la grossesse. On ne sait pas exactement comment cela s'est déroulé, mais ce que l'on peut conclure des témoignages, c'est que l'interruption de cette grossesse a été apparemment tardive, parce que la jeune fille aurait tellement souffert qu'elle aurait dit sur son lit de mort, parce qu'elle est morte, avec son bébé dans les bras, je cite, « Si je n'avais pas rencontré Mary Bateman, j'aurais été une femme en bonne santé, tenant son bébé en bonne santé. Maintenant il n'y a que dans l'éternité que je pourrai vivre saine et sauve aux côtés de mon enfant. » Donc, il n'y a pas vraiment de preuve directe sur la procédure qu'aurait utilisée Madame Bateman
ni sur l'état antérieur de la jeune fille, qui n'était peut-être pas en bonne santé au départ. Toujours est-il que nous avons un témoignage d'une femme mourante qui a regretté d'avoir croisé le chemin de Mary. Madame Stead continuait à découvrir les supercheries de Madame Bateman. Elle se rendit compte, entre autres, qu'un coussin, mi-cuir, mi-tissu, supposément rempli de tissus nobles et autres précieux objets, était finalement fourré de chiffon et de papier froissé. C'était une technique que Mary utilisait beaucoup. Elle demandait à ses clientes, entre guillemets, de ramener de l'argent ou alors des objets précieux, qu'elle mettait elle-même à l'intérieur de coussins qu'elle cousait, en prenant bien soin de subtiliser les précieux objets par du papier, des chiffons, voire même des cailloux, et laisser ces coussins chez les personnes concernées avec la consigne stricte de ne pas les ouvrir avant un certain temps. Elle utilisait toujours un délai, parce qu'elle savait que les gens finiraient toujours par ouvrir, et entre-temps, elle espérait toujours qu'un miracle, genre accident, mort, voire meurtre, pouvait survenir entre-temps, et que le contenu des paquets ne serait jamais découvert. Donc, Madame Stead ayant découvert la supercherie, suite probablement au fiasco de la mort de sa nièce, et aussi sous le conseil de certaines voisines, menaça de dénoncer Madame Bateman pour fraude. Alors, bien sûr, les menaces étaient un petit peu légères, car la police, vous imaginez bien, n'allait pas s'intéresser au problème d'une pauvre femme victime de superstition. Néanmoins, Mary promit de restituer 4 guinées, ce qui était loin du compte. Et Mary était obligée de trouver une autre victime pour s'acquitter de sa dette. Cette victime s'appelait Madame Cooper, qui était, pour une raison quelconque, persuadée que son mari allait la quitter. Et Bateman la persuada de mettre tous ses objets de valeur, dont une horloge de grand-père, en gage pour pouvoir payer Madame Moore, qui allait pouvoir protéger la jeune dame. Heureusement pour elle, Madame Cooper, bien qu'ayant laissé quelques plumes, se rendit compte très vite de l'escroquerie de Madame Bateman. Nous entamons un autre chapitre où les agissements de Madame Bateman prirent une ampleur encore plus sordide. L'histoire des 3 femmes. Il faut savoir qu'à Leeds, du moins dans une certaine partie, il y avait ce qu'on appelait des spas. En fait, c'était des points d'eau minérales riches en soufre, provenant de galeries souterraines naturelles, profondes de 50 mètres, et qui avaient pour réputation de soulager les rhumatismes et autres douleurs. C'était réservé quand même à des gens plutôt aisés, mais Bateman pouvait se permettre d'y aller de temps en temps. Et c'est là qu'elle fit la connaissance de 2 jeunes filles, célibataires, travaillant dans une petite boutique appartenant à leur mère. Ces 3 femmes étaient seules au monde, et connaissant le charme et les bonnes manières de Bateman, les 2 jeunes filles firent rapidement de Mary leur amie. Elles lui permirent même de travailler de temps en temps pour leur boutique de draperie. Et à cette époque-là, Mary avait changé son oracle. Ce n'était plus Madame Moore, mais Madame Blight, et une femme qui habiterait Scarborough. Les sœurs, qui s'appelaient les sœurs Kitchin, étaient des Quakers, tout comme leur mère. Sans rentrer dans les détails, le quakerisme était une branche de l'église anglicane protestante, même s'ils avaient des préceptes un petit peu différents. Néanmoins, c'étaient des gens plutôt pacifistes et un peu en marge de la religion chrétienne telle qu'elle était pratiquée à l'époque. Mary ne tarissait pas d'éloges sur Madame Blight. Ses ancêtres seraient à l'origine de la découverte des spas de Leeds et auraient même contribué à l'exploitation de ces eaux pour le bien-être des habitants. Donc, pour résumer, Mary Bateman se lia d'amitié avec les sœurs Kitchin, qui, bien qu'orphelines de père, possédaient une boutique de draperie et qui vivaient plutôt aisément, parvint à entrer un petit peu dans leur intimité, dans leur maison, dans leur boutique. Et comme vous commencez à connaître un petit peu le personnage, vous devinez quel sentiment tourmentait Mary à ce moment-là, la convoitise. Le 3 septembre 1803, la plus jeune des jeunes filles tomba malade. Apparemment une maladie tout à fait bénigne, un petit rhume sans plus, selon les témoignages. Mary, en bonne amie, se proposa de prendre en charge la malade. Elle ramena avec elle des potions concoctées par Madame Blight elle-même pour soigner la jeune fille. La mère des sœurs Kitchin qui habitait Wakefield à l'époque
vint rendre visite à sa fille pour s'occuper d'elle également. Tout le monde s'accordait à dire qu'elle était en pleine santé. Malheureusement, au bout de quelques jours, la jeune Kitchin perdit la vie. La mère, choquée et chagrinée, tomba également malade. Et 10 jours après, elle connut le même destin funeste que sa fille. Quelques jours après, ce fut le tour de la fille aînée. Et les 3 femmes furent enterrées ensemble dans la même tombe. Inutile de préciser que Madame Bateman était présente durant toute la durée de l'agonie des 3 femmes, et qu'elle suggéra elle-même la maladie qui aurait emporté les 3 femmes, à savoir le choléra. Petit aparté, la première grande épidémie de choléra en Angleterre n'arriva qu'en 1831, c'est-à-dire une trentaine d'années après les événements dont on parle. Mais à l'époque déjà, on connaissait quelques caractéristiques de cette maladie, à savoir les troubles digestifs, les diarrhées, la déshydratation et surtout son caractère contagieux. Ces symptômes étaient similaires à l'empoisonnement à l'arsenic, et à l'époque, l'arsenic était disponible comme raticide, n'avait pas d'odeur particulière, avait un goût légèrement sucré et un aspect ressemblant au sucre, et de plus, il n'était pas détectable lors des autopsies, ce qui faisait de lui un poison idéal à l'époque. En fait, pour les médecins qui suspectaient un empoisonnement à l'arsenic, ce qu'ils pouvaient faire était de donner le même aliment suspect à un animal. Si ce dernier périssait, il y avait là une forte présomption de présence de poison. Et vous imaginez là que, du point de vue médico-légal et policier, il était très difficile de prouver ce genre d'empoisonnement. Le gouvernement anglais a pris quelques mesures, insuffisantes certes, mais nécessaires, comme obliger les drogueries à ne vendre l'arsenic qu'à des personnes qu'ils connaissent, et à mettre cette poudre dans des fioles étiquetées avec des symboles de danger ou de mort, comme des crânes par exemple, pour éviter les accidents domestiques qui étaient assez fréquents à l'époque, surtout chez les enfants. N'oublions pas le caractère sucré de l'arsenic. Pour en revenir à Madame Bateman, ayant répandu la rumeur de la présence de choléra, les gens ne s'approchèrent pas de la maison des Kitchin, ce qui lui permit de se servir, et dans leur maison, et dans leur boutique. Les gens avaient trop peur du choléra, d'autant plus qu'il y a eu quelques épidémies de typhoïde et de typhus quelques années auparavant. La tranquillité de Marie fut quelque peu troublée quand même par le médecin de famille, qui vint rendre visite à la dernière fille mourante, et qui émit quand même l'hypothèse d'un empoisonnement. Pour lui, c'était beaucoup plus une contamination par les eaux, parce que cela arrivait souvent à l'époque que l'arsenic se retrouve dans les puits et autres sources d'eau. Néanmoins, une question ébranla Madame Bateman. En effet, le médecin lui posa une question concernant le papier tue-mouche. Y en avait-il en quantité importante dans la maison? Et cette question ciblait plutôt un empoisonnement volontaire, parce qu'à l'époque, les papiers tue-mouche étaient badigeonnés d'arsenic, et ceux qui voulaient l'extraire le diluaient dans l'eau. Ça donnait une boisson qui ressemblait un petit peu à du thé, et qui passait facilement dans du thé ou du café. Avec cette question, Mary comprit que le médecin essayait de faire une enquête. D'ailleurs, il finit par émettre l'envie de pratiquer une autopsie, pas pour rechercher directement l'arsenic, mais pour éventuellement prélever un organe et le donner à manger à un animal, je suppose. Mais là encore, la bonne étoile de Mary Bateman était encore bien brillante, car n'ayant plus aucun parent, personne ne pouvait signer l'autorisation de l'autopsie, et l'affaire s'arrêta là. Toutefois, puisque les 3 femmes étaient mortes sans héritier, le gouvernement s'intéressa à leurs biens, parce que leur boutique était solvable et leur maison était vendable. Le gouvernement trouva que la maison était singulièrement vide, ainsi que la boutique. Mais ne pouvant rien prouver, le gouvernement saisit les bâtisses et ferma les yeux sur leur contenu. Entre-temps, Mary persuada son mari de déménager pour éviter les rumeurs, et ils s'installèrent donc à Black Dock Yard. Mais on est toujours dans le Yorkshire. La particularité de ce quartier, c'est que des investisseurs dans le bâtiment construisaient des petites maisons très précaires et sans aucun confort, et les louaient à de pauvres travailleurs qui arrivaient à peine à manger.
et du coup cela en faisait des quartiers insalubres, pauvres et complètement désorganisés. Mary et son mari n'habitaient pas exactement ces quartiers, mais elles n'en étaient pas loin, et vous connaissez l'attirance morbide qu'avait Mary pour la misère humaine. Elle déménagea 1 ou 2 fois à cause de petits larcins, pour fuir les propriétaires, et volait de temps en temps le lin accroché pour sécher, que ce soit par des particuliers, des pauvres bien sûr, ou par des travailleurs à l'hôpital. Dans cette contrée pauvre et surpeuplée, Mary profita pour répandre ses pseudo-pouvoirs de sorcellerie et de divination. Et là, sous couvert de preuves. Et là, on arrive à l'affaire des poules. L'on pourrait nommer ce chapitre « Le Christ vient ». Et l'erreur d'orthographe sur le mot Christ que vous voyez est faite exprès et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Comme beaucoup de ses voisins, Madame Bateman avait un poulailler avec beaucoup de poules, déjà pour subvenir à ses propres besoins et aux besoins de sa famille. Ayant eu vent d'un certain mouvement religieux, les Southcott Brothers, et qui prédisait plus ou moins l'arrivée imminente de l'Apocalypse, elle décréta que ses poules allaient un jour donner 14 œufs prémonitoires, annonçant la fin du monde. Elle était assez douée de ses mains et assez astucieuse pour brandir un jour un œuf dans lequel était gravé « Le Christ vient »,« Christ is coming ». Il faut dire que ce culte ou cette religion, certains la qualifieraient de secte aussi, a été fondée par une certaine Joanna Southcott. Et elle avait pratiquement 100 millions d'adeptes, ce qui était énorme pour l'époque. Et Mary déclara qu'elle suivait également les préceptes de cette religion, qui comportait entre autres la terre promise, l'apocalypse imminente, etc. Cette apparition des œufs gravés provoqua une certaine hystérie et donna une certaine crédibilité à Madame Bateman. Les gens venaient la voir pour tout et n'importe quoi, et ils la payaient bien sûr. Jusqu'au jour où un médecin s'est intéressé à cette histoire. Il se mit en tête de surveiller la dame de bon matin au moment où elle récoltait ses œufs, et il découvrit qu'elle les gravait très délicatement avec du vinaigre corrosif à plusieurs reprises, ce qui donnait des inscriptions très réalistes sur les coquilles de ses œufs. Il faut dire que l'erreur d'orthographe qu'elle commit sur le mot Christ y était certainement pour quelque chose dans la volonté du médecin de vouloir la confondre. Alors les adeptes de cette religion étaient très remontés en entendant cette histoire et étaient déterminés à aller la voir. Et elle, paniquée, fut prise pratiquement en flagrant délit de tentative de, comment dire ça élégamment, de restituer l'œuf de là où il est sorti. Comme ça, la poule le repondrait avec l'inscription, ce qui infirmerait les accusations de fraude du médecin. Enfin, heureusement qu'elle a été confondue avant qu'elle ne commette cette horreur. D'ailleurs, les gens étaient plus choqués par la brutalité de ce qu'elle allait commettre que par la fraude qu'elle avait commise. D'ailleurs, un livre qui avait été écrit 10 ans après sa mort avait produit une illustration d'elle brandissant un œuf sur lequel était gravé « Christ is coming ». Et on peut dire que le livre n'a pas été tendre envers elle. Bien sûr, après cet incident, Mary déménagea, retourna à Leeds en 1788 et continua à se proclamer adepte de cette religion. Un jour, elle suivit une femme qui partait chez elle, justement juste après une réunion du culte de Southcott, et prétendit qu'elle était veuve et étrangère, lui demandant s'il n'y avait personne pour pouvoir la loger pour quelques nuits. La dame, ne connaissant personne, elle lui offrit le logis elle-même, encouragée certainement par le fait que Mary soit une adepte également du même culte. Mary profita de ces quelques jours pour faire l'inventaire des possessions de la dame, puis lui demanda un jour d'aller lui acheter un petit bout de viande, en appelant à sa générosité. La dame, étant généreuse, envoya l'une de ses filles acheter un bout de viande, que Mary cuisina elle-même. Chose curieuse, ou peut-être pas, Mary insista pour que la dame mange la viande, sans vouloir bien sûr y toucher elle-même. Et la dame, sans être suspicieuse, refusa de manger la viande, se disant que Mary avait probablement très faim et qu'elle pouvait se passer de sa part. C'est sa générosité
qui lui sauva probablement la vie. Car, connaissant les pratiques de Mary, nul doute que la viande avait été empoisonnée par ses soins. Car Mary ne toucha jamais à cette viande, et 2 jours plus tard, elle disparut de la maison de la dame en emportant quelques habits et 2 guinées. Et la veuve ne revit plus jamais Madame Bateman. Heureusement pour elle. En constatant que le souvenir des œufs magiques était encore bien ancré dans la mémoire des gens, Mary s'éloigna encore un peu et s'installa à Kingsgate, où elle s'adonna aux interruptions de grossesse. Et malgré les mauvais résultats, les gens allaient la voir parce qu'ils n'avaient pas le choix. Sous couvert de bénévolat, elle vola quelques vêtements d'enfants et de la viande chez une dame fraîchement accouchée. Par ailleurs, elle prit pour cible une famille qui ne possédait qu'une petite maison et d'une charrette avec un cheval, ces derniers constituant le moyen de subsistance de cette famille. La mère de famille était fraîchement veuve, et Mary la persuada que l'aîné des enfants allait vendre la maison et partir avec l'argent, laissant toute la famille sans abri. Il faut bien noter que la mère était en réalité la belle-mère des enfants, donc peut-être se méfiait-elle des enfants de son défunt mari. Et Mary Bateman savait aussi bien détecter les faiblesses humaines que les forces matérielles. Elle persuada la veuve de vendre le cheval et la charrette et de partir avec l'argent, après avoir payé bien sûr Mary pour ses précieux conseils, laissant les enfants tout seuls dans une maison vide, car elle avait aussi vendu les meubles. Ces pauvres jeunes enfants étaient obligés d'aller travailler au workhouse. C'était des sortes d'ateliers insalubres, surnommés les Bastilles, tellement peu de gens s'en sortaient vivants, à cause des conditions de travail insalubres, du salaire faible et des heures de travail interminables. D'ailleurs, les enfants y survivaient très rarement. Et ces conditions n'étaient jamais améliorées parce que, socialement, les personnes qui y travaillaient étaient très pauvres, souvent issues de familles dispatchées, et qu'à la fin, personne ne réclamait. Donc ces ateliers, c'était des ateliers d'extraction de granit, de recherche d'autres matériaux. Les femmes étaient assignées aux corvées de nettoyage, châtiments et punitions étaient de mise, et en cas de décès, ce qui était fréquent, la finalité était une tombe anonyme. Et c'est comme ça que Mary Bateman envoya une petite famille qui aurait pu se reconstruire, qui avait les moyens de continuer à travailler, à un destin de forçat. Je vous raconte encore un énième méfait de Mary Bateman et qui illustre bien son côté opportuniste et rapace. Un jour qu'elle traînait devant chez le boucher, elle entendit un gentleman commander un gigot d'agneau, en demandant à son garçon de course de ramener ce gigot chez lui. Mary suivit ce garçon, l'arrêta en cours de route et le blâma pour son manque de dynamisme et sa lenteur, et lui disant « Je m'en charge moi-même ». Bien sûr, le gigot n'arriva pas chez le gentleman. Et au moment de préparer le dîner, la cuisinière se demanda où se trouvait le gigot d'agneau. Le garçon de course lui raconta son histoire. Vous imaginez, le pauvre risquait gros quand même. Il raconta l'histoire de la dame qu'il avait interceptée dans la rue. Fort heureusement pour le jeune garçon, le gentleman qui était le maître de maison reconnut Mary à sa description, car il l'avait vue rôder devant la boucherie. Et heureux hasard, il savait où elle habitait parce qu'il la connaissait de vue. Il alla toquer chez elle, sentit bien l'odeur de la viande, et réclama son dû. Et ce jour-là, les Bateman ne mangèrent pas de viande. Le gentleman ne porta pas plainte, et on se demande comment le mari de Mary Bateman avala cette couleuvre. Enfin, on s'entend bien, il n'avait rien avalé ce jour-là. La carrière de Mary Bateman continua dans le sens de la divination et de la sorcellerie via la fameuse Madame Blight. Et le fait que les jeux de tarot et les lectures dans les étoiles furent à la mode à l'époque l'aida énormément. Elle utilisa également l'astuce des sacs pleins d'argent qu'elle gardait chez elle ou chez ses clientes, avec la stricte mesure de ne pas les ouvrir, car Mary avait déjà subtilisé l'argent et mis des breloques à la place. Et même quand elle se faisait confondre, généralement elle était ailleurs.
Mary Bateman en avait marre d'être démasquée à chaque fois. Ça la gênait. C'était embêtant. Il fallait donc trouver un moyen de se débarrasser de cette gêne. Un jour, une jeune fille qui était courtisée par un homme vint la voir pour accélérer un petit peu le processus des fiançailles. Mary lui proposa alors l'astuce des sacs pleins de pièces à ne pas ouvrir avant une date fatidique. Bien sûr, les pièces étaient subtilisées par des clous et des boulons, j'imagine. Et quand le délai de patouche toucha presque à sa fin, la jeune fille reçut une tarte, soi-disant envoyée par son fiancé, et dont elle trouva le goût bizarre. La jeune fille emmena la tarte chez Madame Bateman, qui confirma la bizarrerie du goût. Mary envoya soi-disant une lettre à Madame Blight qui confirma le fait que la tarte soit empoisonnée. Ce que Madame Bateman savait, parce qu'elle l'avait empoisonnée elle-même. La fille ne trouva pas son argent dans les sacs, et surtout, était désormais persuadée que son fiancé essayait de l'empoisonner. Donc, Mary Bateman avait une sorte de posteuse de lettres pour elle, qui s'appelait Winifred Bond, qui était illettrée, ce qui arrangeait bien Mary. Souvenez-vous de son nom, car elle témoignera contre Mary, plus tard, dans son procès. Cette Winifred Bond aidait aussi Mary à trouver des clientes. Par exemple, une dame qui travaillait comme laveuse, et qui s'appelait Judith Cryer, avait peur pour son petit-fils car il commençait à montrer des signes de petite délinquance. Mary profita de sa frayeur pour lui prédire via les compétences de Madame Blight que son petit-fils sera gibier de potence à l'âge de 14 ans. Elle montra par souci de transparence la lettre de Madame Blight sur laquelle était tout simplement dessinée une potence. Madame Judith Cryer était terrifiée. Et Mary en profita pour lui soutirer des sommes d'argent astronomiques, sachant qu'une laveuse à son époque gagnait très peu d'argent. Et c'est via l'astuce des sacs en cuir, remplis de fausses monnaies, à ne pas ouvrir avant le 14e anniversaire du jeune homme, que Mary se fit payer. Et la supercherie fut découverte avant les 14 ans du jeune homme, car quand le garçon avait 13 ans, Mary Bateman subissait son procès. Mais ça, ce sera pour après. Alors, poussant le cynisme à son paroxysme, Mary demandait à Madame Cryer de lui laver son linge pour couvrir les frais de correspondance avec Madame Blight. On compte aussi parmi ces arnaques, ou arnaqués, on va dire, un homme certainement très charmant, qui voulait se débarrasser de l'enfant qu'il avait fait à sa maîtresse. Bon, l'enfant finit par naître, donc Mary n'avait pas été très efficace et l'homme la menaça. Mais les menaces restèrent en l'air parce que il n'y avait pas moyen d'avoir recours à la justice pour ce genre de choses. Alors, autre aspect de Mary Bateman, c'est qu'elle n'épargnait pas sa famille. Son frère, qui était marié à l'époque, avait déserté la Royal Navy, ce qui était passible de peine de mort. Il vint s'installer tout près de Mary avec sa femme. Un jour, Mary eut l'idée d'envoyer la femme de son frère, via une fausse lettre, chez son père, qui était soi-disant à l'article de la mort. Recette plutôt connue de Mary, et avec laquelle elle régalait généralement les membres de sa famille. Et la belle-sœur étant absente, elle s'acharna à bourrer le crâne de son frère d'idées erronées certainement, d'infidélité chez sa femme. Elle rédigea également des documents stipulant qu'elle avait des dettes énormes au nom de son foyer. Le frère, crédule ou lessivé par l'usure, envoya une lettre à sa femme lui disant que le mariage était terminé. Et heureusement que sa femme ne voulait pas abandonner comme ça. Elle revint près de son mari et réussit à le convaincre de son innocence. Bien sûr, ce qui n'a pas aidé Mary, c'est sa petite manie de kleptomane. Donc elle avait volé quelques objets dans le foyer de son frère. Et du coup, le frère a compris qu'il y avait quelque chose qui clochait, et même énormément de choses qui clochaient chez sa frangine. Mary trouva un autre moyen de profiter de son frère et de sa belle-sœur. Puisqu'ils allaient partir, elle décida de dénoncer son frère auprès des autorités. Donc on ne sait pas si elle l'a vraiment fait ou
ou si elle a menacé de le faire. En tout cas, le frère était obligé de partir avec sa femme en urgence et se cacher quelque part. Entre-temps, Mary contacta sa mère en demandant de l'argent qui serait utilisé pour payer la caution, soi-disant, de son frère, déserteur. Et c'est comme ça qu'elle a eu une jolie somme. Et continuant dans le chapitre familial, ses parents avaient à leur service, entre autres, 2 jeunes employés, 2 jeunes femmes, qu'elle utilisait pour subtiliser des petites choses de la maison. Par exemple, la Bible familiale qui était quand même sacrée. Et au bout d'un certain temps, comprenant qu'elle avait exagéré un petit peu avec les jeunes filles, elle s'arrangea pour les persuader d'aller travailler ailleurs. En l'occurrence, dans une usine de coton. On ne sait pas si c'est par des menaces ou par autre chose. En tout cas, les filles sont vraiment parties dans l'usine de coton. Et Mary continuait à leur demander des services, des tissus en coton, contre soi-disant la promesse d'un futur bon mariage. Elle ne lâche rien, Mary, rien. Le hic avec cette dernière histoire, c'est que nous ne savons pas comment Mary a procédé. En tout cas, les 2 jeunes filles ignoraient leurs relations respectives avec Mary. Elle leur a même explicitement demandé de ne pas se rencontrer. Bien sûr, chacune de son côté. Sinon, le charme, l'espèce de sort qu'elle a lancé, se romprait. Mais les filles se sont rencontrées quand même, en ville, et elles ont parlé. Elles ont fini par comprendre qu'elles s'étaient fait avoir, avec cette histoire de changement de boulot et cette extorsion de coton. Bref, elles ont fini par contacter leur ancienne patronne, la mère de Madame Bateman, et Mary fut obligée de payer une certaine somme à sa mère pour faire taire un petit peu les choses. Et elle finit par déménager encore dans une banlieue de Leeds, Meadows Lane. Là, un incident fut rapporté par un certain médecin qui suspecta un empoisonnement chez une famille. Alors je vous explique l'histoire. Bien sûr, cette histoire est en relation avec Mary. Alors c'est une famille composée des parents et de plusieurs enfants qui auraient reçu un gâteau de Madame Bateman. Après avoir mangé ce gâteau, tout le monde tomba malade et le médecin suspecta un empoisonnement. Et avec les méthodes de l'époque, on suppose que c'est par en donnant une part du gâteau à un des animaux, malheureusement, qu'il confirma pratiquement que c'était de l'arsenic. Mais juridiquement, la chose ne pouvait pas être reliée à Mary. On ne sait pas pourquoi elle a fait ça, mais il y avait probablement un motif pécunier derrière, parce que c'était généralement le motif de Mary Bateman. En 1808, nouveau déménagement. Une banlieue avec une densité démographique assez importante, avec la présence particulière de moulins. Là-bas, elle fit la connaissance d'une certaine Madame Snowden, épouse de James Snowden, qui avait un fils. Et cette dame avait le double malheur d'avoir une phobie et de l'avoir communiquée à Mary. Cette phobie, c'était que son fils périsse dans une noyade. Elle exacerba ce sentiment et cette peur, et même écrivit des lettres de la part de Madame Blight confirmant ce sinistre présage. Alors cette pauvre dame est passée par la case poche en cuir avec 12 guinées cette fois. C'était assez lourd comme facture. Et les 12 guinées, comme vous l'aurez deviné, terminèrent leur course dans la poche de Madame Bateman. Pas dans la poche en cuir sous le matelas de Madame Snowden. Et tant qu'à faire, puisqu'une victime était déjà disponible, donc pourquoi se priver? Alors elle inventa encore un problème à Madame Snowden. Sa fille pourrait vendre ses charmes à un certain moment s'il restait dans cette ville. Donc elle leur conseilla d'aller déménager dans une banlieue tout près de Bradford. Et le but réel, c'était de les éloigner de leur maison, qu'elle en garde la clé, pour les soulager de leur
possession qui avait apparemment une certaine valeur. Mais par contre, ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que les Snowden demandent par lettre, certainement, à ouvrir le matelas et reprendre les guinées, probablement parce qu'ils étaient fauchés. Et là, elle les menaça via une lettre de Madame Blight que s'ils ouvraient la poche sous le matelas, enfin dans le matelas, le problème de leur fille surviendrait encore plus rapidement. Mais Mary n'était pas sereine. Elle voyait venir le spectre du remboursement. Et elle tenta de les empoisonner, en leur envoyant une poudre, qu'ils ne prirent pas, fort heureusement pour eux, car Mary se fit arrêter juste après, et les choses qu'elle avait volées au Snowden furent utilisées comme pièce à conviction. Nous arrivons maintenant à l'affaire qui fit tomber Mary Bateman. L'affaire Perigo. Les Perigo étaient un couple marié sans enfants. Monsieur Perigo était un marchand de tissus assez aisé, et sa femme avait des palpitations. Vous allez me dire, quel est le rapport? En fait, je viens de vous donner le mobile et le moyen. On ignore comment ils ont fait la connaissance de Mary Bateman. En tout cas, cette dernière proposa de soulager Madame Perigo de ses palpitations. Il est à noter que Madame Perigo était quelqu'un d'assez superstitieux. Elle était persuadée d'être victime d'un mauvais sort. En tout cas, elle avait un médecin de famille, Dr. Kersley, qui était convaincu que sa patiente souffrait d'un peu de nervosité et qu'elle était un peu superstitieuse, ce qui était assez courant à l'époque. Profitant de la visite de la nièce de M. Perigo, Mademoiselle Steed, Madame Bateman utilisa cette dernière pour mener à bien ses petites affaires. Elle demanda d'abord à Mademoiselle Steed de lui ramener une chemise de nuit en flanelle appartenant à Madame Perigo, pour qu'elle puisse y lire des choses. Et vous l'aurez deviné, c'était pour surtout encourager la superstition de Madame Perigo. Puis elle demanda un manteau, sur laquelle elle allait coudre, soi-disant, une espèce de poche contenant de l'argent. Puis une autre histoire de poche, au pluriel cette fois-ci, à mettre des deux côtés du matelas, où elle dort, et à ne pas ouvrir avant au moins 18 mois. Et comme elle avait réussi à soutirer autant d'argent, Mary décida qu'il était plus qu'astucieux d'aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur de la maison des Perigo. Donc, via une lettre, bien sûr, elle donna rendez-vous à Madame Perigo, dans une certaine rue, et elle s'arrangea pour le rater. Et du coup, elle prit le chemin direct de la maison des Perigo, trouvant le mari tout seul. Ce dernier, ne voulant pas laisser sa femme errer dans les rues de la ville, partit la chercher et en laissant Mary toute seule dans leur maison dont elle fit l'inventaire détaillé très certainement. Après avoir soutiré 4 guinées, on sait comment, elle leur promit une correspondance assidue au cas où Madame Blight se manifesterait, ce que cette dernière fit assez promptement, leur demandant de confectionner 2 fers à cheval pour une quelconque protection. N'ayant pas assez de fer, le mari était obligé de partir dans un village voisin pour en acheter. Les 2 fers à cheval ont été remis à Madame Bateman, qui allait soi-disant les remettre à Madame Blight à Scarborough, qui devait les garder durant 8 mois. Quelques semaines après, une autre lettre vint, directement de Madame Blight, les incitant à aller voir Madame Bateman avec 2 guinées en poche, et du fromage. Pourquoi pas? Mais cette fois, les lettres signées de Madame Blight indiquaient qu'il fallait les brûler, une fois lues. Mission impossible avant l'heure. Cette habitude de brûler les lettres, Mary en usa énormément avec les Perigo. C'était un moyen pour elle de se protéger. En décembre 1806, une autre lettre de Madame Blight arriva chez les Perigo, les incitant à partir le mardi prochain chez Madame Bateman avec 4 guinées. Elle vous donnera ce que je lui ai envoyé, et vous devrez brûler la lettre. Beaucoup de lettres de ce genre arrivèrent chez les Perigo. Une liste de ce qu'elle avait demandé fut établie lors de son procès. Je vous cite quelques items. Une oie, des chaussures d'homme, un service à thé, des tricots pour enfants, des couvre-lits, de la laine, du satin, du coton,
des jupes et des quantités importantes de thé et de sucre. Également du lin, petite nostalgie, des pierres de Malte, du bœuf, des manteaux, 27 kilos de beurre à peu près, 2 nappes. Vous voyez que ça part dans tous les sens. Mars 1807, une autre lettre demandant du thé et un ensemble de 6 cuillères en argent de Chine. Les Périgot commençaient à accuser le coup, financièrement parlant. Mais ils continuaient à avoir confiance en Madame Bateman et à son alter ego, Madame Blight. Cette dernière commande, entre guillemets, de cuillères de Chine et de thé fut délivrée en retard, parce que justement les Périgot commençaient à être à court d'argent. Ce qui offusqua Madame Blight, qui, de ses mains fantomatiques, écrivit encore une lettre demandant une espèce de supplément de couvre-lit et de draps pour que son frère, aussi fantomatique qu'elle, puisse les embarquer pour quelques contrées lointaines et faire marcher le char. Bien sûr, il ne fallait pas oublier de payer l'embarcation et une guinée à remettre à Madame Bateman. À la fin du mois d'avril, Mary Bateman comprit plus ou moins que les Périgot étaient fauchés, et elle décida de mettre fin à leur jour. Comment on le sut? Grâce à sa prochaine lettre, ou plutôt aux intentions qu'on pouvait y lire. Elle leur prédit une future maladie qui allait survenir durant le mois de mai, et que pour l'éviter, il fallait que Rebecca Périgot lui ramène un pot de miel, dans lequel Mary allait mettre le médicament. Et effectivement, Mary mélangea une certaine poudre dans le miel ramené par Rebecca Périgot. La consigne était d'en faire un pudding et d'en prendre dès qu'il se sentait pas bien. À partir du 11 mai, le pauvre couple suivit les instructions, et plus il devenait malade, plus il prenait le pudding. Et au fur et à mesure des jours, la symptomatologie s'aggravait, surtout chez Madame Périgot, qui finit par décéder le 24 mai 1807. Ses derniers mots étaient « Ne soyez pas trop dur avec Madame Bateman, elle a fait ce qu'elle a pu. » Monsieur Périgot, par contre, survit, amoindri et faible, mais vivant, ce qui embêtait vraiment Madame Bateman. Les causes de sa survie, entre guillemets, étaient probablement dues à sa corpulence plus importante que celle de sa femme, peut-être une consommation moindre, parce que sa femme était peut-être un peu plus superstitieuse. On ne sait pas, mais en tout cas, il a survécu. Et un jour après le décès de sa femme, il contacta un médecin pour se faire examiner, le docteur Corley, un chirurgien justement, qui, d'après les symptômes, et surtout en apprenant le pudding avec la poudre à l'intérieur, suspecta fortement un empoisonnement. Il donna un peu de pudding à une poule, c'était l'usage à l'époque comme on l'avait dit, et miraculeusement la poule survécut, et Madame Périgot fut inhumée, sans autopsie. Mais le médecin restait suspicieux, et il communiqua ses soupçons à M. Périgot. À peine quelques jours après, le chien de la famille mangea accidentellement du pudding, ce qui le tua sur place, et le médecin pratiqua une autopsie sur le chien, trouvant des résidus d'arsenic dans son estomac. Mais avant cela, M. Périgot avait contacté Mary Bateman pour lui dire que sa femme était décédée. Mary présenta ses condoléances et ses regrets, tout en expliquant que les charmes de Madame Blight ne marchaient pas toujours à 100%, et M. Périgot insinua que le médecin de famille avait parlé d'empoisonnement, ce qui mit Madame Bateman dans un certain degré de colère, et elle écrivit à M. Périgot qu'elle lécherait elle-même les pots de pudding si elle en avait l'occasion. Là, on est un petit peu avant l'épisode du chien. M. Périgot reçut une lettre des mains fantomatiques de Madame Blight, l'incitant fortement à ne pas ouvrir les poches du matelas qui contenait supposément l'argent, sous peine que Madame Périgot se relèverait littéralement de sa tombe, comme un zombie somme toute. Là, M. Périgot commençait à avoir des soupçons, mais il restait calme, et il continuait à correspondre avec Madame Bateman. Il lui raconta entre autres que son chirurgien lui avait conseillé de partir
pour les bains de Boxtown. En fait, j'imagine qu'il avait des séquelles neurologiques, une faiblesse musculaire et certainement des douleurs qui pouvaient être soulagées par les bains. Et Madame Bateman lui reprocha de ne pas l'avoir informé plus tôt, car elle aurait voulu demander une petite bouteille pour elle-même. Elle n'aura jamais une occasion, celle-là. Madame Blight continua à envoyer des lettres à Monsieur Périgot. La première fut pour demander une blouse de la défunte, car les planètes étaient pas très favorables en quelque sorte. Et quand il lui envoya la blouse, elle n'en fut pas satisfaite et en demanda une autre, accompagnée d'un manteau, de chaussures et de quelques œufs, car les planètes s'étaient vraiment fâchées à cause de la première blouse. Là, Monsieur Périgot, malgré l'incident du chien, n'était pas encore tout à fait sûr de la sincérité ou de la non-sincérité de Madame Bateman. Faut dire que le bonhomme a été spolié pendant plusieurs mois et qu'admettre un tel échec serait admettre une certaine responsabilité dans le décès de sa femme. J'imagine que pour lui, ce n'était pas facile. Néanmoins, en septembre de la même année, il décida d'ouvrir les poches du matelas. Et bien sûr, aucune trace de l'argent. Là, M. Périgot contacta Mary Bateman, lui disant qu'il avait ouvert les sachets et qu'il était fort surpris de les trouver vides. Là, Mary se plaignit en lui disant « Vous les avez ouverts trop tôt. » Et là, M. Périgot lui répondit « Non, madame, je les ai ouverts trop tard. » Il lui donna rendez-vous, sous un prétexte quelconque, mais ne partit pas seul. Il emmena avec lui un officier de police, un certain William Duffield. Quand Mary vit les deux et comprit que l'autre était un officier de police, elle fit une sorte de crise d'hystérie, et elle cria à l'empoisonnement. Feignant une douleur abdominale, elle accusa Périgot de l'avoir empoisonné via une bouteille d'eau, qui contenait apparemment de l'arsenic. On ne sait pas exactement de quelle manière elle fut arrêtée. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été incarcérée le jour même, et que M. Périgot partit avec l'officier de police chez Madame Bateman pour perquisitionner. Et là, ils trouvèrent des lettres de Madame Blight, des objets appartenant au Périgot et qui devaient être remis à Madame Blight, et tout ça prouvait directement la fraude. Donc l'arrestation a été faite en octobre 1807, et ce n'est qu'en janvier 1808 que les charges ont été définies, et c'était essentiellement le meurtre de Rebecca Périgot. À l'époque, les délais de procès et de procédure étaient plus ou moins longs selon la sévérité de l'accusation. Généralement, les accusations les plus graves conduisaient à des procédures plus rapides. Le procès commença le 17 mars 1808. Et la première chose à déterminer déjà, c'était est-ce que M. Bateman était conscient ou carrément complice de ce que faisait sa femme. Parce que c'était un petit peu difficile à croire, quand même, qu'il était dans le noir le plus total. Donc il a été arrêté et questionné, puis relâché, plus par manque de preuves, et surtout grâce à sa conduite irréprochable. C'était quelqu'un qui agissait d'une manière très courtoise et qui avait très bonne réputation. Plus pour ça que par pure conviction, parce que personne vraiment n'arrivait à croire à son ignorance totale. Le procès fut dirigé par le juge Simon Leblanc. Le mobile que le procureur a annoncé était la peur de se faire démasquer. Il fallait se débarrasser de la poule aux œufs d'or quand elle n'avait plus d'or. Parmi les preuves, il y avait 2 lettres qui avaient survécu aux histoires de destruction, 2 lettres écrites au mois d'août, après le décès de Madame Périgot, signées Madame Blight, de l'écriture de Mary Bateman. Son écriture a été identifiée par ses connaissances, des connaissances de plusieurs années. Une autre preuve, qu'on pourrait appeler circonstancielle, était qu'elle avait promis de compenser M. Périgot pour la mort de sa femme
vers le 20 mai, pensant que M. Périgot allait rejoindre sa femme dans la tombe. Autre fait très cynique, c'est que une fois elle avait envoyé de la poudre mélangée au miel par un jeune garçon du quartier, et sachant que les Périgots le nourrissaient à chaque fois qu'il leur livrait quelque chose, elle leur interdit formellement de donner à manger du pudding au garçon. Et ce n'était pas par charité vis-à-vis du garçon, mais parce qu'elle savait que, vu sa petite taille et son jeune âge, il succomberait plus vite que les autres, et son plan risquait de ne pas marcher. Autres indices, la présence d'arsenic chez elle. Bon, en soi, ce n'était pas le plus incriminant, car, comme on l'avait dit, c'était souvent utilisé comme raticide. Et bien sûr, toutes les recherches d'une Madame Blight à Scarborough furent infructueuses. La mise en accusation dura 11 heures, et le premier témoin fut Mademoiselle Stead, la nièce des Périgots. Puis ce fut au tour de M. Périgot, dont l'examen médical dura 4 heures, ainsi que l'interrogatoire et toute l'histoire qu'il a vécue. Témoigna aussi un bibliothécaire qui reçut un paquet contenant la Bible des Périgots et qui était destiné à Madame Blight. Bien sûr, c'est Mary Bateman qui allait récupérer le paquet, puisque Madame Blight n'existe pas. Mademoiselle Winifred Bond, la préposée au courrier de Madame Bateman, témoigna aussi contre elle et parla longuement de toutes les correspondances qu'elle entretenait avec les Périgots et avec cette pseudo-Madame Blight, sachant que Winifred ne savait ni lire ni écrire. Elle parla aussi des cadeaux qui venaient après les lettres, thé, sucre et autres joyeusetés. Témoigna aussi Rose Howgate, qui était une amie à Rebecca Périgot, qui avait vu le couple juste avant la prise du dernier paquet de poudre mélangé au pudding et juste après. Donc elle avait vu la différence entre leur état avant la prise du dernier paquet de poison et après la prise. Sachant que Rebecca Périgot mourut 1 semaine après ce dernier paquet. Elle dit que la malheureuse défunte vomissait beaucoup et que ses lèvres étaient devenues noires. Un autre voisin, John Rogerson, témoigna. Apparemment, il aurait donné un peu de ce pudding à un chat qui serait mort sur le coup. Apparemment, il y avait un climat de suspicion après la mort de Madame Périgot et certains voisins étaient un peu intrusifs. Autre témoin, Joshua Stockdale, possiblement le frère de Rebecca Périgot, car son nom de jeune fille était Stockdale. Il confirma que les sacs sous le matelas étaient vides, donc il confirma le témoignage de M. Périgot, et il était présent aussi lors du rendez-vous entre M. Périgot, Madame Bateman et le chef de la police. Il y eut également le témoignage d'une apothicaire qui avait vendu de l'arsenic au garçon de course de Madame Bateman, le petit Thomas Christie, qui était souvent accompagné du fils même de Madame Bateman. Le témoignage le plus accablant fut celui du médecin, M. Corley. Avec 17 ans d'expérience, il parla de ses suspicions par rapport à l'empoisonnement de Madame Périgot, de son examen clinique de M. Périgot, qui présentait des signes d'empoisonnement à l'arsenic, et surtout de l'incident du chien qui avait mangé le dernier pot de pudding accidentellement et qui en est mort. Le médecin l'ayant autopsié avait trouvé de l'arsenic dans son estomac. Il avait également analysé la bouteille que portait Madame Bateman lors de son rendez-vous avec M. Périgot et l'officier de police. Il contenait effectivement du rhum et 2 poudres, l'une correspondant à de l'avoine et l'autre à de l'arsenic. Apparemment, Madame Bateman avait l'intention d'empoisonner, continuer son œuvre avec M. Périgot. 2 autres médecins convoqués en tant qu'experts, le docteur Lucas et le docteur Lawson, confirmèrent que les symptômes que présentait M. Périgot
pouvait correspondre à un empoisonnement à l'arsenic. Mais ce qui a été rajouté, c'est la présence de mercure. En vérité, Madame Bateman avait utilisé 2 poisons, l'arsenic et le mercure. En contrepartie, Madame Bateman n'avait ni avocat, ni expert en sa faveur, ni témoin, ce qui pourrait être qualifié aujourd'hui d'un vice de procédure. Car si elle avait eu un avocat, il aurait contesté par exemple l'expertise de l'écriture, qui n'est pas vraiment une expertise puisqu'elle a été reconnue par des connaissances à Mary Bateman. Winifred Bond aurait été qualifiée de menteuse tout simplement, parce qu'il n'y avait pas de réelles preuves. Elle livrait des courriers et des paquets et c'est tout. Un avocat aurait également poussé les soupçons vers le mari, ou le veuf plutôt, prétextant par exemple un ras-le-bol de toutes ces dépenses et de toutes ces maladies et superstitions. Rose Howgate, qui avait vu les Périgots juste avant le dernier bol fatal et juste après, n'avait après tout pas vu Madame Bateman mettre la poudre dans le pudding. Il y aurait eu également un problème d'adresse. Elle n'aurait pas habité Leeds au moment de la mort de Madame Périgot. Était-ce suffisant pour l'innocenter? Bon, c'est pas sûr. Elle n'a pas été autorisée à se défendre, ce qui est quand même assez sévère. De toute façon, elle aurait tout nié, comme lors de son interrogatoire. Mary Bateman fut déclarée coupable et condamnée à la mort par pendaison le lundi suivant son procès, avec l'instruction que le corps soit donné pour dissection anatomique pour l'hôpital. Il faut savoir que c'était la procédure pour les personnes exécutées et les criminels décédés, ainsi que les personnes pauvres qui n'étaient pas réclamées par leur famille. Le lundi était le jour d'exécution pour les meurtriers, et Mary Bateman trouva une dernière entourloupe pour éviter ou pour au moins reporter cette exécution. Elle déclara être enceinte, et sur place, le juge ordonna à des dames qui assistaient au procès d'examiner sur place Madame Bateman et de dire si elle avait une grossesse de plus de 4 mois. Car si la grossesse était plus jeune, la condamnée restait éligible à l'exécution. Les dames n'étaient pas très enthousiastes à l'idée d'examiner une réputée sorcière. Mais un petit groupe finit par se former et les participantes examinèrent la condamnée et déclarèrent qu'elle n'était pas enceinte. Et l'exécution fut maintenue pour le lundi d'après. Les femmes condamnées à mort avaient l'autorisation de garder un de leurs enfants auprès d'elles dans leur cellule jusqu'au jour de leur exécution. On sait que Mary Bateman garda son dernier-né, un bébé de quelques mois, qu'elle embrassa sur le front une dernière fois avant de sortir de sa cellule définitivement, avant d'aller à la rencontre de son destin. Durant ces quelques jours passés en prison, Mary reçut la visite du prêtre plusieurs fois qui la supplia de confesser ses crimes, ce qu'elle ne fit jamais. Le dimanche, c'est-à-dire la veille de son exécution, elle écrivit une lettre à son mari, qui ne lui rendit jamais visite après sa condamnation. Elle lui témoigna son affection, lui rendit son alliance en stipulant qu'elle voulait la léguer à sa fille, encore bébé, pour son mariage futur. Elle déplora la disgrâce qui s'abattit sur sa famille, elle admit les fraudes, mais nia jusqu'au bout les crimes. Petite anecdote assez singulière, elle continua ses fraudes même durant son incarcération. Une jeune condamnée, qui attendait désespérément la visite de son fiancé, s'adressa à Mary, qui fit encore son fameux coup de la pièce de monnaie cousue, cette fois dans un corset. Et quand la jeune fille perdit complètement l'espoir d'une visite de son fiancé, elle ouvrit le corset pour le trouver désespérément vide. Le lundi matin, Mary Bateman refusa une dernière fois la confession, resta calme pendant que l'on préparait les potences, car les exécutions se faisaient en groupe
et les préparatifs étaient plutôt bruyants. Elle resta également calme quand on l'emmena au lieu de l'exécution, durant laquelle les gens étaient restés calmes, respectueux, voire un peu effrayés, car elle avait toujours cette aura de sorcière. Après l'exécution, son corps a été emmené à la dissection, suivi par un public qui avait le droit d'assister à ces dissections justement, qui avait le droit d'acheter des morceaux de corps, enfin bref, que des détails très ragoûtants. Il paraît que Madame Tussaud voulait faire son portrait à Madame Bateman pour son musée des horreurs. Elle aurait finalement raté son bateau, tout simplement. De plus, le corps de Madame Bateman a été faussement étiqueté comme Madame Bates. Autre procédé barbare était l'utilisation de la peau des criminels exécutés pour différents usages, comme par exemple la couverture de livres. Il paraîtrait que le prince de Galles de l'époque et le futur George IV, roi d'Angleterre, possédaient un volume recouvert de la peau de Mary Bateman. Son squelette est exposé au musée d'anatomie d'Édimbourg. Donc voilà le portrait de Mary Bateman, une criminelle assez hors du commun, dont on connaît assez peu de choses sur le plan personnel, mais dont les mobiles, ou plutôt le mobile qui est l'argent, et les méthodes sont assez limpides, claires, froides, répétitives. Elle avait un don pour charmer les gens, pour persuader les gens. Elle avait certainement une aura un peu mystique. Elle était extrêmement manipulatrice et savait détecter et exploiter les faiblesses des gens. Elle faisait des calculs, pas toujours très intelligents, ou peut-être était-il trop audacieux. Son mobile était l'argent. Pourtant, elle n'était pas pauvre. Certes, depuis son jeune âge, elle était affligée de cette kleptomanie probable, parce que ses vols étaient compulsifs. Même s'ils étaient calculés, il y avait toujours une impulsion derrière. C'était une femme froide, calculatrice, sans remords. Fin. J'espère que vous avez apprécié que je vous raconte cette histoire. Dites-moi en commentaire si ce format vous plaît. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre histoire. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci.